Moi, je suis pas optimiste. Malgré tout, je pense qu'il faut qu'on soit motivé. Alors ça peut paraître un peu contradictoire, mais l'idée c'est pas de se forcer à trouver le futur attirant, il ne l'est pas. La motivation, on doit la trouver dans l'idée de construire un rapport nouveau au vivant. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, faites la connaissance de Victor Noël. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'il porte pour notre avenir et le bien commun. Je m'appelle Victor Noël, j'ai 19 ans, je vis en Moselle et je suis un observateur engagé pour le vivant. Il n'y a pas eu vraiment de déclic qui m'a amené vers l'engagement. Tout est venu d'une curiosité pour les oiseaux en particulier et le vivant de manière générale. Au départ, en fait, j'étais juste, entre guillemets, consommateur vis-à-vis des milieux naturels. Juste dans une optique d'observation, de photographie. Mais au fil du temps, j'ai commencé à me poser des questions et puis à prendre conscience surtout de ce terrible effondrement de la biodiversité. Et aussi du fait que notre société anthropocentrique ne prend très peu en considération les autres espèces, il fait très peu attention. Et que finalement, les espèces que j'observais tous les jours, les oiseaux, j'ai remarqué que finalement, on a tendance à les oublier. Et donc, j'ai eu envie de passer outre ce simple état de consommateur, d'observateur, pour ne serait-ce qu'au début, rendre visibles les espèces à travers des expos photos ou des interventions dans les écoles. Et puis après, ça a évolué aussi vers d'autres formes d'engagement comme la protection d'espèces sur le terrain, par exemple avec le busard cendré. Et puis, j'ai essayé aussi de me saisir de différents outils de sensibilisation, que ce soit de petits livres, le fait de travailler aussi avec une artiste où elle a un côté un peu musical et moi le côté éco-baratineur, entre guillemets. Et puis après ça, j'ai voulu aller aussi vers, à partir de mes 14 ans, par là, vers des types d'actions plus militantes et plus revendicative pour ne pas justement nier le rapport de force nécessaire quand on se bat pour la biodiversité. On voit justement que l'observation n'est pas une fin en soi et que l'observation, elle doit plutôt être vue comme une invitation. L'observation, elle doit pouvoir être problématisée, politisée. Pour résumer, j'observe ce qui m'entoure, donc je prends conscience de l'existence des espèces, de leurs besoins, je les prends en compte, donc je rejette une vision du monde qui les oublie, anthropocentrique, utilitariste, et donc je me bats contre un système qui les détruit. Un système de pensée, mais aussi un système concret, économique, productiviste, capitaliste. Et donc voilà la façon dont on doit accompagner l'observation pour qu'elle ne reste pas une fin en soi, mais une invitation vers l'engagement. Je pense qu'il y a une part qui réside dans, pas forcément l'émerveillement, mais oui, cette idée de dire, mais regardez, c'est incroyable tout ce qui nous entoure. Et puis à ce moment-là, essayer d'attiser la curiosité. Après, il y a aussi tout ce pan qui est de dire qu'on est dans une société qui nous a fait croire que, d'une certaine manière, l'humain est le seul garant de son existence. Or non, tout ce que nous entreprenons est possible grâce aux autres espèces vivantes. Et il s'agirait de faire preuve d'un peu plus d'humilité et de comprendre que une grande partie de l'oxygène que l'on respire nous provient, par exemple, du phytoplancton qui est dans les océans à des milliers de kilomètres de nous. Et donc, il y a déjà ça, se rappeler qu'on dépend directement des autres espèces. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, je regrette que on regarde les choses trop souvent de par ce prisme uniquement utilitariste. Et il faut qu'on arrive à respecter les espèces avant tout pour ce qu'elles sont et pas uniquement parce qu'elles nous sont utiles et profitables. On dit souvent, une forêt, il faut la préserver pour son rôle dans le cycle de l'eau, dans la régulation du climat. Non, la forêt, d'accord, mais elle vaut aussi d'abord pour elle-même. Et je pense que tant qu'on ne sortira pas de ces prismes utilitaristes, on ne pourra pas remettre fondamentalement en cause la destruction de la biosphère. Alors forcément, en tant qu'individu, on est un consommateur, on peut choisir de comment on consomme, etc. Mais tout ça, globalement, on le sait. Malgré le fait que ce soit très important, je pense qu'il faut faire encore plus attention au fait que la sensibilisation ne se cantonne pas à une remise en question individuelle, à ce fameux discours du colibri, qui finalement est bien dépassé et qui n'a d'ailleurs jamais eu vraiment beaucoup de sens, car les changements doivent être structurels.
Et l'individu, il est pris dans un contexte. Et donc, en fait, cette sensibilisation, elle doit pas se porter uniquement sur l'individu et faire attention aussi à cette dépolitisation permanente de tout et à dépolitiser finalement la question écologique et à laisser penser qu'on pourrait faire de l'écologie avec tout le monde. Ce n'est pas vrai. C'est nier les rapports de force qui structurent le combat pour la biodiversité. Et puis, faire attention aussi à ne pas se cantonner, à partir du moment où on parle d'observation ou d'émerveillement, à une simple esthétisation. L'observation, comme j'ai dit, elle doit nous amener vers quelque chose, nous amener à comprendre qu'on n'est pas seul et nous amener vers l'engagement. On ne doit pas se suffire à une posture un peu idéaliste où on va idéaliser la nature parce que belle, parce que pure, et on va juste se suffire à une esthétisation. Ça me semble à la fois problématique et dangereux, et donc je pense qu'il faut, là, à court terme et de plus en plus, arriver à déceler ces discours et à les combattre, ça me semble très important et urgent. La dépolitisation, le fait de tourner les choses autour de l'individu nous empêche d'avoir une vision claire et une réelle compréhension des choses. Mais quand je parle de politisation, c'est la politique au sens profond, au sens large du terme, c'est-à-dire la problématisation. Par exemple, politiser l'observation, c'est tiens, j'observe un oiseau, mais je me pose des questions. Cet oiseau, quel est son nom ? Quel regard notre société porte sur lui ? Est-ce qu'il est vu comme nuisible, utile ? Est-ce que il est en danger ou pas ? Si oui, pourquoi ? Est-ce que c'est lié, par exemple, à un modèle agricole ? Si oui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce modèle agricole ? Qu'est-ce qui aboutit à ces destructions ? Et puis de fil en aiguille, à force de problématiser cette observation, on perçoit et on comprend également les rapports de force. Et à ce moment-là, si l'on se refuse à cette continuité logique par peur de ne pas être dans le consensus ou je ne sais quoi, je vois pas trop à quoi ça sert, à part le fait qu'on a observé un oiseau et qu'on a pris du plaisir individuellement. Si ça n'aboutit pas à des remises en question, finalement, c'est la destruction qui en sort gagnante. On se rend compte que le fait d'être observateur, le fait d'être attentif aux autres espèces dans notre société, culturellement, soit on va le renvoyer à une affaire de spécialiste, bon, c'est quelque chose de spécialiste, voilà, soit on va l'infantiliser ou le ringardiser. Mais j'ai trouvé assez amusant de voir que quelque chose comme Pokémon Go a suscité un grand élan où on était capable, comme ça, de reconnaître je ne sais pas combien de Pokémon différents, d'y être intéressé, d'avoir finalement de l'intérêt pour ces êtres virtuels qui sont comme là placés dans notre environnement familier. Et à côté de ça, les réelles espèces vivantes, on les invisibilise et on ringardise leur observation. Et donc ça montre bien que c'est possible d'avoir de l'intérêt pour les autres espèces. C'est possible de trouver ça palpitant. C'est possible. Alors j'ai rien contre les Pokémon, mais les Pokémon, eux, ils ont pas besoin de notre attention. Les réelles espèces vivantes, elles, si on veut leur épargner d'éventuelles destructions. Tout ça pour dire que c'est pas une fatalité, que on peut réussir collectivement à rendre attirant le fait de regarder toutes ces incroyables espèces et les liens qu'elles ont entre elles et qui nous entourent au quotidien, qu'on soit en ville ou à la campagne d'ailleurs. Je suis pas partisan de ce discours selon lequel il y aurait une séparation à faire entre les gens de la ville qui seraient déconnectés et les gens de la campagne qui auraient tout compris. La déconnexion, elle est culturelle, intellectuelle. On peut très bien vivre en ville et être attentif, et vivre à la campagne et ne pas l'être. En fait, le combat pour la biodiversité, c'est pas un combat en particulier. Le combat pour le vivant, pour l'habitabilité du monde, pour des écosystèmes en bonne santé, de là, tout découle. Donc c'est pas un combat en particulier, c'est fondamental. Après, admettons qu'on considère que c'est un combat en particulier, eh bien, il faut tout de même pas l'isoler des autres combats. Tous les combats doivent s'imbriquer, que ce soit les combats écologistes, que ce soit les combats sociaux, que ce soit les combats animalistes. En fait, on se bat pour le vivant, on se bat notamment contre des rapports de domination. Et ces rapports de domination, ils nuisent aussi bien aux autres espèces qu'à l'humain lui-même. Et c'est pourquoi tous les combats, quels qu'ils soient, doivent s'imbriquer.
Et j'aimerais quand même dire quelque chose qui me semble important, c'est que il y a toutes ces destructions à grande échelle que l'on connaît, qui sont regroupées par ces 5 grandes causes de destruction de la biodiversité. Mais il y a aussi toutes ces petites choses qui peuvent nous paraître peut-être plus anodines, dérisoires, marginales, mais qui sont tout de même révélatrices de notre rapport au vivant. Par exemple, j'entends par là le fait que le mot friche soit péjoratif, ou par exemple qu'on va refuser de cohabiter avec les cormorans parce que inconsciemment le poisson nous est dû, ou des choses qui paraissent toutes bêtes comme le fait d'arracher les plantes sur le trottoir parce qu'on va les vivre comme une provocation parce qu'elles vont être sales. Ça va pas nuire directement à la biodiversité. Mais ça me semble important parce que ça révèle finalement cette idée de domination permanente qui transcende notre rapport aux autres espèces. Et tant que toutes ces petites choses-là ne nous choqueront pas, tant qu'elles seront encore visibles, finalement ça illustrera le fait que à d'autres échelles, on ne sera pas encore en état de dépasser les grandes destructions. Donc ça me semble important d'arriver à déceler toutes ces petites choses, que ça soit dans notre vocabulaire, etc., et les combattre pour sortir de ce rapport anthropocentrique aux autres espèces. On a assisté, notamment avec le mouvement des jeunes pour le climat, à un élan de prise de conscience autour du changement climatique, qui a d'ailleurs bien souvent malheureusement trop résumé la question écologique à la question climatique, niant les questions de biodiversité. Alors maintenant, de moins en moins, on n'est plus dans cette problématique-là, mais il y a encore un travail immense de conscientisation à faire autour des questions de biodiversité. Et donc comment sensibiliser, je sais pas trop, mais oui, en effet, il faut rappeler sans cesse la situation dans laquelle nous sommes, ce terrible effondrement de la biosphère, également la surexploitation des ressources, et puis bien faire comprendre que on nous a plongé dans des récits qui sont mensongers, où on nous fait croire finalement que l'on va vivre dans un monde giga-technologisé, techno-solutionné, alors que finalement c'est un récit qui est éphémère, qui est un leurre. Et donc, pour revenir sur la sensibilisation, je pense que un levier qui peut être très important, c'est tout simplement rappeler que l'on n'est pas seul en tant qu'humain. Il faut rendre attirant le fait d'être attentif à autre que nous, de rendre banal en fait le fait d'élargir le champ de nos préoccupations et de faire en sorte que tout le monde soit choqué quand son voisin taille sa haie alors qu'on est en plein printemps, en pleine période de nidification des oiseaux. Encore une fois, c'est des choses qui peuvent paraître toutes simples, mais je pense qu'il n'y a pas de recette magique vers la conscientisation, mais on doit se saisir de tous les outils qui sont à notre portée. Il y a souvent ces questionnements qui reviennent autour de l'optimisme, de qu'est-ce qui peut nourrir notre optimisme. Moi, je suis pas optimiste. J'ai pas forcément de raison de l'être. Malgré tout, je pense qu'il faut qu'on soit motivé. Alors ça peut paraître un peu contradictoire, mais non, en fait, l'idée c'est pas de se forcer à trouver le futur attirant, il ne l'est pas. Même si bien évidemment que le vivant est résilient et que on peut s'accrocher à cette idée pour trouver une part d'optimisme, mais la motivation, on doit la trouver dans l'idée de se battre pour autre chose. On doit trouver la motivation dans l'idée de construire quelque chose de nouveau, un rapport nouveau au vivant, une société qui serait moins destructrice. Et ça doit nous motiver. Et on doit aussi, je pense, être motivé, ne serait-ce que dans cette idée de sortir du renfermement sur nous-mêmes. Dès lors que l'on perce la bulle anthropocentrique du renfermement sur nous-mêmes, on perçoit le monde plus beau, plus grand, plus riche, plus complexe, plus intéressant. Et finalement, on élargit le champ de nos représentations. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Merci à Victor Noël pour son témoignage dans À Voix Haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.